On a encore des gens qui arrivent ici en personne, fait que si c'est correct avec tout le monde, j'attendrai encore peut-être une petite minute. En attendant, je vais en profiter pour me présenter. Isaac Gauthier, je suis un directeur de projet puis un associé chez Transfert Environnement et Société, firme de participation publique, on travaille en acceptabilité sociale un peu partout au Québec, au Canada. Puis ce sera moi l'animateur principal et surtout pour la portion en personne de cet atelier de ce soir. On va tout expliquer ça dans pas long. Je suis joint par mes collègues en ligne, Stéphanie et Laurence, qui s'occuperont de la portion en ligne parce qu'on a à peu près une dizaine de personnes qui se sont joints à nous en ligne sur le Zoom. Donc, on va laisser les gens continuer à arriver avant de commencer. Il manque encore 2-3 personnes. Ah! Oui, merci. Effectivement, c'est une bonne idée. On vous invite à mettre vos téléphones sur mute pour pas qu'on ait une grande sonnerie ou un beat de Beyoncé qui commence durant l'atelier. On va commencer bientôt, mais avant, je vais juste vous partager un peu l'agenda pour la soirée. Donc, on va commencer avec un petit mot de bienvenue, une présentation, brève présentation des porte-paroles. Donc, je vais les introduire dans un instant. Et après ça, on aura une très brève présentation d'énergie renouvelable à Nimiki et de Ciment Plus. La présentation de Ciment Plus sera donnée par Anne-Marie Wagner, qui est responsable de l'étude d'impact pour le projet à Nimiki. Ça sera l'élément substantiel de la présentation d'environ à peu près 25 minutes, une demi-heure au maximum, ça va être en français. Ensuite, on aura une période d'échange, une période de questions, comme la dernière fois pour les personnes qui y étaient. Donc, toutes les questions que vous avez, on va les prendre là. Prendre une courte pause ensuite. Et après ça, on aura l'atelier participatif pour environ 35 minutes avant d'avoir finalement un recap. L'atelier participatif, je vais tout vous expliquer de ça tantôt. Ça va être également pour les personnes en ligne avec mes collègues. Donc, c'est un petit peu ça le plan de la soirée. On devrait avoir terminé pour 21 heures. Comme à l'habitude, si jamais il y en a qui ont envie de rester, continuer à jaser, prendre un café, poser des questions, l'équipe va être là pour échanger. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, sans plus, j'inviterai Mme Nicole Rochon, membre du CA du projet Nimiki, suivi par Marc Morin, par la suite, directeur de projet chez Énergie Renouvelable Nimiki, pour ouvrir la soirée et partager quelques mots. Mme Rochon. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Nicole Rochon, je suis administrative au Conseil d'administration d'énergie renouvelable au Nimiki. Notre président, David McLaren, vous prie de l'excuser car retenu à l'extérieur par des engagements professionnels. Donc, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui, ou ce soir, à cet atelier thématique participatif, autant ceux sur place que ceux qui participent au volet en ligne. Ces activités d'information et de consultation sont essentielles. Ça me parle? Oh, excusez. Il y avait quelqu'un qui me parlait. En tout cas, bon, je recommence. Ces activités d'information et de consultation sont essentielles pour Énergie renouvelable au Nimiki. Notre projet est toujours en développement et peut être bonifié. Les activités d'information nous permettent de partager de l'information avec le milieu, mais surtout de vous entendre et d'échanger avec vous pour nous assurer que tous les éléments permettant de bien évaluer le projet sont pris en compte à chacune des étapes de développement. Nous avons tenu 5 assemblées d'information et de consultation ce printemps. Ces assemblées ont été très utiles pour préparer les ateliers thématiques participatifs, comme celui de ce soir, car c'est en fonction des échanges que nous avons eus avec les gens qui en ont déterminé les sujets. Je vais vous présenter l'équipe. D'abord, je vous présente les gens qui sont ici avec nous aujourd'hui. Les membres du conseil d'administration d'Énergie renouvelable au Nimiki, M. Daniel Dufault, représentant la MRC de Témiscamingue. Nous avons aussi Jennifer Chevrier, représentante de Kabawe First Nation. Nous avons aussi Mme Bolduc, représentante de la MRC. Et en ligne, nous avons Jonathan Lonière et Serge Simard, représentants de la communauté de Masqueuillage. Les membres suivants de l'équipe de développement paix, l'organisme à but non lucratif de la communauté de Masqueuillage,
qui nous supportent à travers toutes les étapes de développement du projet sont présents. Donc, nous avons le vice-président et directeur général, M. Marc Morin. Nous avons aussi Daniel Mignot, conseiller en communication et relations avec les communautés. Et en ligne, nous avons également M. Luc Tardy, directeur de la construction. Et aussi, nous avons l'équipe de Ciment Plus. Donc, ce soir, Anne-Marie Wagner, qui est ici, biologiste, et qui supervise la préparation de l'étude d'impact du projet. Et en ligne, nous avons Michel Lavictoire, qui est aussi biologiste, spécialiste de la faune aquatique. Ce soir, nous laisserons une large place aux experts de Ciment Plus, donc à Anne-Marie, qui ont été mandatés par l'Énergie renouvelable au Nimiki pour évaluer le projet. Vous aurez l'occasion de leur poser vos questions, mais vous aurez surtout l'occasion de nous partager vos impressions et votre propre connaissance du milieu. Nous sommes en processus de pré-consultation. Il est normal que certaines réponses restent à venir. À cette étape-ci, le projet n'est pas final et sera encore bonifié au fur et à mesure que nous tenons des consultations et que nous récoltons les données scientifiques nécessaires pour procéder à l'ensemble des analyses. Nous prévoyons déposer notre étude d'impact, vers la fin de l'année 2025 ou au début de l'année 2026. Nous prendrons le temps nécessaire à chacune des étapes. Et si c'est nécessaire, nous ajusterons notre échéancier pour nous assurer que le travail soit bien fait. Ce soir, les données qui seront présentées sont davantage en lien avec l'évaluation environnementale de la rivière Kippawa. C'est sûr que cet aspect que nous avons concentré nos efforts dans un premier temps. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a des aspects humains aussi à prendre en compte dans le processus de développement du projet, notamment avec la présence du Parc national de Plémican et les activités récréatives sur la rivière Kippawa. Ce sont des aspects qui sont documentés également. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien que plusieurs d'entre vous connaissent déjà bien le projet, nous voulons faire un bref rappel du projet au Nimiki. C'est un projet 100% communautaire, développé ensemble par les Premières Nations et le territoire du Témiscamingue. Il générerait des tombées significatives pour l'ensemble des partenaires, qui sont Kebowek First Nation, Wolf Lake First Nation, AMRC de Témiscamingue et la communauté de Masqueyache, qui partagent avec nous l'expertise développée dans d'autres projets. C'est quoi le projet Onimiki? Onimiki Sud pour un 7 MW d'électricité. Onimiki Nord, une centrale de 60 MW d'électricité. Donc, et l'évaluation des coûts du projet sont estimés à 475 millions de dollars. Donc, ça fait un petit peu le tour du projet. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une belle soirée. Merci, Mme Rochon. Parfait. Bien, en fait, on passerait directement à la présentation de Ciment Plus. Donc, j'inviterai Anne-Marie Wagner à prendre ce micro ici. Juste vous mentionner que l'enregistrement sur notre petit Zoom notre rencontre Zoom est en train d'être enregistrée, c'est aux fins du compte-rendu. Après ça, on se débarrasse des enregistrements. C'est vraiment juste pour être certain qu'on capture bien la rétroaction que les gens partagent, donc inquiétez-vous pas. Pour ce qui est de l'enregistrement par la TV communautaire, la période de questions et la période d'échange après ne seront pas filmées, donc c'est vraiment juste pour la présentation. Donc toute la pression est juste sur Anne-Marie et sur aucun d'entre eux. Bonne présentation. Donc, bonjour tout le monde. Tout le monde m'a présenté tout à l'heure. Je m'appelle Anne-Marie Wagner. Je suis biologiste chez Ciment Plus depuis 8 ans. J'ai 15 ans d'expérience dans le milieu de la consultation. Vous allez voir, c'est pas mon travail de présenter les choses. Moi, j'analyse des données. Donc, je vais faire mon possible pour parler le plus clairement possible. Mais si je m'enfarge un petit peu dans
dans mon franc-parler, je vais me reprendre, rassurez-vous. Donc, alors, comme on a déjà présenté tout à l'heure, l'objectif de la présentation est de présenter des informations qui sont préliminaires sur les effets qui sont appréhendés du projet au niveau des débits et de l'habitat du poisson. Puis aussi, on va présenter certains impacts, les mesures de mitigation qui pourraient être associées à ça. Le principal objectif, comme qui a été expliqué, c'est que le débit et l'habitat du poisson ont fait partie de plusieurs sujets dans les présentations antérieures et on voulait pousser un petit peu plus justement sur ce sujet-là pour pouvoir mieux informer les gens. Le deuxième objectif pour utiliser l'habitat du poisson particulièrement, c'est que c'est un habitat qui est relativement diversifié. Par exemple, l'habitat du poisson, les herbiers aquatiques, les milieux humides peuvent être utilisés par plusieurs espèces fauniques, la faune benthique. Ça peut être aussi aidé pour la biodiversité, justement pour la flore et tout. Donc, on trouvait le substrat peut être aussi utilisé pour la faune benthique. Donc, il y a plusieurs utilisations que finalement l'habitat du poisson peut être aussi transposé à d'autres variantes du milieu biophysique. Et du côté humain, c'est l'objectif même de la présentation. Les débits, donc le débit peut autant aider est autant un sujet côté récréotouristique, utilisation de la rivière, esthétisme et autres. Donc on trouvait que c'était une façon de présenter un peu plus comment est-ce qu'on avait évalué les impacts sur le milieu, mais tout en essayant de couvrir le plus possible sur les autres variantes du milieu biophysique et humain. Donc, pour les fins de la présentation, on l'a segmenté en 4 étapes. La première, c'est une mise en contexte. Je vais présenter un peu plus les zones d'études qu'on a utilisées. Par la suite, on va présenter les débits. Ça va être super important que vous compreniez bien les définitions que je vais vous mentionner parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va discuter par la suite pour la deuxième partie. Puis, on va présenter rapidement la gestion du lac et de la rivière Kipawa. Par la suite, on va présenter différents débits, donc des photos dans certains secteurs en particulier qui ont été pris et les façades d'écoulement qui ont été caractérisées. Les façades d'écoulement vous aident aussi à comprendre justement les habitats qui sont disponibles. Et ça, je vous cache, voulez-vous que je me mette comment si je pourrais me tasser, peut-être ici? Si je vois vous tasser, comme ça. Parfait, je vais essayer de vous pointer un peu plus. Voilà, vous allez peut-être avoir la tête un petit peu plus en arc, mais au moins vous allez peut-être mieux voir. Donc, c'est ça, comme je disais, la deuxième partie allait présenter les différents débits, justement, autant des photos que des façades d'écoulement dans des secteurs en particulier. Par la suite, on va parler un peu plus du poisson et de son habitat, donc la localisation des frayères et les espèces qui ont été identifiées durant nos inventaires. Puis, la dernière partie qui est plus basée sur les analyses préliminaires des impacts, donc présentation d'une méthodologie qui est utilisée pour analyser les impacts sur le milieu, présentation des impacts préliminaires sur le débit et l'habitat du poisson, puis des mesures de mitigation qui peuvent être utilisées justement pour venir atténuer tout ça. Alors, commençons. Premièrement, sur cette diapositive-ci, on voit la zone d'étude. On voit plusieurs types de zones d'études qui sont présentées ici. La zone qui est en rouge, c'est la zone d'étude régionale. Donc, dans le cadre de l'étude d'impact, c'est la zone d'étude qui est la plus globale qui a été utilisée pour essayer de comprendre, justement, avoir un meilleur portrait du milieu récepteur. Donc, c'est la zone d'étude qui est la plus large. Ça peut être autant utilisé pour le milieu humain ou pour aller chercher plusieurs données sur le milieu naturel. Par la suite, on voit des zones d'études qui sont en vert ici, qui sont des zones d'études qui ont été utilisées pour faire les inventaires du milieu biophysique. Donc, il y a 3 secteurs qui ont été étudiés, le secteur Laniel, le secteur de Rimouski Nord et le secteur de Rimouski Sud. Ces secteurs-là ont été sélectionnés justement en fonction des travaux qui vont avoir lieu, s'il y a des travaux qui vont avoir lieu, ou des endroits où il va y avoir des variations, des changements qui seraient liés au débit, je suis déjà rendue dans le sujet du débit, qui seraient reliés au projet si le projet se réalise. Puis, comme vous pouvez voir, on a un circuit en vert parce que la présentation va vraiment être basée sur le secteur Laniel.
Alors voici le secteur Laniel, donc on voit le positionnement du barrage jusqu'ici et la rivière Kippawa. Comme mentionné déjà dans d'autres présentations, ce qui est en rouge, c'est la zone d'inventaire préliminaire qui avait été faite par CIMA au début du projet dans la première mouture. Cette zone d'étude-là n'a pas encore été modifiée, elle va être modifiée au fur et à mesure en fonction de ce qu'on va faire comme analyse pour pouvoir savoir, par exemple, chacun des cours d'eau qui va se jeter dans la rivière Kippawa, s'il est influencé par le projet, il va être englobé dans notre zone d'étude, donc il va être peaufiné en fonction de nos analyses. Donc ça, c'est vraiment préliminaire comme zone d'étude, puis vous allez voir éventuellement une zone d'étude qui est beaucoup plus précise avec plein de tributaires qui viennent se relier à notre zone d'étude. Donc, les définitions, je vais juste avancer mes notes pour être sûr de rien oublier. Alors, comme on a mentionné, il y a 3 types de débits qu'on veut discuter avec vous. Le premier débit, c'est le débit réservé, donc c'est le débit minimal qui va être conservé en aval des ouvrages de dérivation. L'ouvrage de dérivation, dans ce cas-ci, c'est le barrage Laniel pour le contrôle de la rivière. Donc ça, c'est le débit qui est minimal. Par la suite, on ajoute débit réservé écologique, donc c'est le débit minimal écologique qui serait resté, qui est nécessaire finalement à conserver pour pouvoir avoir finalement un niveau G acceptable pour l'habitat du poisson. L'acceptabilité est aussi définie. Le degré d'acceptabilité, finalement, c'est d'avoir une quantité et une qualité suffisante de l'habitat du poisson pour qu'il puisse survivre puis utiliser l'habitat encore de la même façon qu'il l'utilisait avant. Par exemple, ça ferait des habitats de frais, d'alimentation ou de cache ou quoi que ce soit. C'est le cycle de vie complet finalement du poisson qui doit être réservé, qui doit être finalement respecté pour le débit réservé écologique. Et le débit réservé anthropique, c'est beaucoup ça aussi, vous allez pouvoir nous apporter aujourd'hui pendant la suite de la présentation. Ça prend en considération, en plus du débit réservé écologique, qui est le débit minimal, finalement, d'autres considérations anthropiques, donc l'utilisation de la rivière, l'esthétisme de la rivière, qui comprend aussi autant le visuel que le son de la rivière, les activités traditionnelles autochtones, l'alimentation en eau potable. Donc, ça comprend plusieurs autres éléments qui sont importants à prendre en considération. Ce n'est pas une définition que vous êtes habitué de voir. Actuellement, on voit plus le débit réservé esthétique, mais nous, on trouvait que c'était important d'aller prendre plus que l'esthétisme dans ce cas-ci, mais vraiment une définition plus globale pour la discussion. J'ai passé vite là-dessus. Je suis certaine que vous avez déjà vu au bout de ces informations-là au cours des différentes présentations. La gestion actuelle du lac et de la rivière Kippawa. Premièrement, le lac Kippawa, les niveaux d'eau pour la gestion, finalement, du plan sont gérés par la direction régionale du barrage, qui est gérée par le ministère de l'Environnement. Tous les débits excédentaires sont évacués par le barrage Laniel, donc la rivière Kippawa, puis le débit médian annuel au barrage Laniel est actuellement de 81 mètres cubes par seconde. Pour la gestion de la rivière Kippawa, l'ouvrage de retenue et le barrage Laniel, et c'est ce qui va rester aussi dans le cadre du projet s'il se réalise. Maintenant, on voulait vous présenter un peu plus les différents débits et faciès d'écoulement. Vous allez voir des images. Premièrement, on a sélectionné 2 secteurs. Le secteur qui est dans le coin de la Grande Chute, qui comprend quand même différents types de faciès d'écoulement, de types d'écoulement différents pour que vous puissiez avoir une bonne idée. Et on est allé prendre un secteur qui est un peu plus en méandre, donc un écoulement qui est un peu plus calme avec un rapide pour que vous puissiez voir une panoplie finalement de débit et de type d'écoulement pour que vous puissiez avoir une bonne visualisation de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc présentement, on est dans le secteur de la Grande Chute. La Grande Chute le dit, le faciès d'écoulement, c'est un type d'écoulement qui est de chute. Ça a un très bon écoulement. Vous pouvez voir qu'on a mis sur les différentes images
une étoile jaune qui permet, parce que c'est pas tout le temps, le drone, on avait quand même un bon angle qui est relativement facile à visualiser, mais pour les gros débits, nous, on a fait des relevés de drone pour du 15 mètres cubes, 25 mètres cubes, 50 mètres cubes, mais on voulait que vous puissiez voir des gros débits aussi, donc on est allé prendre des données de Google Earth, puis c'est pas tout le temps la même, j'ai essayé, mais c'est pas toujours la même orientation, donc c'est un petit peu plus difficile à visualiser. Donc vous voyez à 15 mètres cubes à quoi la chute ressemble, on voit à 50 mètres cubes, et on voit à 114 mètres cubes, 115 mètres cubes, presque le débit de la rivière dans le secteur de la chute. Par la suite, on est dans le secteur maintenant du bassin que je vous avais présenté tout à l'heure. On voit qu'il y a un faciès d'écoulement de type bassin, donc les bassins, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'écoulement à l'intérieur. C'est relativement calme comme secteur. Dans ce secteur-là, on voit qu'à 15 mètres cubes et 50 mètres cubes, la présence d'herbiers aquatiques, puis aussi de petites îles, probablement sablonneuses dans le coin. Puis, quand on était là, j'avoue, il n'y avait pas de données à 115 mètres cubes sur Google Earth, là, c'était pas facile à voir. Donc, on a un débit de 300 mètres cubes dans le même secteur. Donc, on voit qu'à 15 et 50 mètres cubes, les herbiers, puis naturellement à 300 mètres cubes, on ne voit plus d'herbiers, on voit juste le cours d'eau. Et le dernier faciès d'écoulement qu'on voulait présenter, qui est de type rapide. Donc, on voit qu'à 15 et 50 mètres cubes, c'est plus le type de rapide qu'on est habitué de voir, un écoulement rapide des roches un peu autour avec un bon débit. À 300 mètres cubes, c'est sûr que le rapide est plus difficile à imaginer. On voit encore de l'écoulement rapide, là, mais on le voit moins bien que si on est habitué de voir finalement avec des débits un petit peu plus bas. Donc, c'est pour vous illustrer un peu à quoi ça ressemblerait. C'est sûr qu'on a d'autres images qui sont disponibles, mais c'était quand même pour vous donner une bonne introduction finalement à ces différents, pour la présentation des différents faciès d'écoulement. Donc là, je parle de faciès d'écoulement depuis le début, mais qu'est-ce qu'un faciès d'écoulement? Il y a différents types de faciès d'écoulement qui ont été observés dans le secteur. Donc, il y a dans ce secteur, dans les deux secteurs qu'on vous présente, il y a des chutes. Donc, les chutes, c'est des hauts dénivelés, finalement, plus d'1 mètre. Puis, on présente les différentes définitions ici pour des rapides, des seuils, un chenal et un bassin. Donc, en fonction des types de faciès d'écoulement, on va avoir des vitesses de courant qui vont varier avec des types de granulométrie, finalement, qui vont changer en fonction de ça. Puis sur la carte, on est dans le secteur de la grande chute, on voit qu'on a mis des codes de couleurs. Les codes de couleurs, on ne voit pas très bien notre échelle, mais ils sont associés aux différents faciès d'écoulement. Par exemple, le mauve et le bassin. Le rouge, ici, c'est des rivières, plutôt les rapides, pardon. Et ici, en turquoise, c'est la grande chute. Puis après ça, on voit d'autres types d'écoulement en chenal. Puis la texture que vous voyez par-dessus, c'est le type de granulométrie, finalement, le type de substrat qu'il y a en place. Puis ça, c'est super important pour bien comprendre l'habitat du poisson par la suite, le sujet qu'on va parler dans un second temps. Maintenant, on présente le deuxième secteur, le secteur de chenal. Le secteur de chenal, le orange, vous allez vous douter bien que c'est chenal, finalement, comme faciès d'écoulement. Donc, c'est celui-là qui est observé en majeure partie. Puis, tout ce qui est en vert, c'est les herbiers aquatiques qui ont été photo-interprétés en fonction de nos relevés de drone à un débit de 10 mètres cubes. Donc, on voyait très bien finalement les herbiers avec un débit qui était petit. Donc, on les a bien photo-interprétés puis découpés au bout. Le poisson et son habitat, maintenant. Bon, maintenant, je voulais vous présenter les frayères. Les frayères, c'est l'emplacement où le poisson finalement se reproduit. Dans la zone d'étude, on a eu des données autant du ministère de l'Environnement. Les données du ministère de l'Environnement, c'est les petits poissons que vous voyez là. Il y a eu une frayère potentielle et une frayère confirmée qui ont été fournies par le ministère de l'Environnement quand on a fait nos demandes. Puis par la suite, on est allé par photo-interprétation encore aller
cibler les frayeurs potentiels. Au total, dans la rivière Kippawa, on a relevé 11 frayeurs potentiels qui sont identifiés finalement par ces polygones jaunes-là. C'est principalement des frayeurs à dorée jaune. Par contre, il y a aussi d'autres frayeurs qui ont été observés autant pour la chignon à petite bouche, on en a vu aussi pour le meunier noir et le grand rocher. Donc, le deuxième secteur, qui est le secteur qui est en méandre, justement, on voit encore d'autres frayeurs de dorée qui ont été observés ici. Puis aussi, dans le méandre, on avait vu tout à l'heure, qu'il y avait plusieurs herbiers aquatiques qui étaient en place. Puis ça pourrait être un habitat potentiel de frais pour le Grand Rocher. En plus de la rivière Kippawa, qui est un habitat pour le poisson, il y a plusieurs tributaires qui viennent se jeter finalement dans la rivière Kippawa. Donc, c'est tous les cours d'eau qui sont reliés, connectés à la rivière Kippawa qui viennent se jeter à l'intérieur. Au total, par auto-interprétation et sur le terrain, on a relevé 45 tributaires. Vous voyez, on les a mis par des codes de couleur. Je vais vous expliquer c'est quoi les codes de couleur dans un deuxième temps. Puis, ces tributaires-là peuvent être aussi des habitats potentiels pour le poisson, puis pourraient être aussi impactés par le projet. Donc, je voulais vous présenter un peu, justement, les tributaires qui sont représentés sur la carte. Il y a des codes de couleurs qui sont associés. Ces codes de couleurs-là, éventuellement, ils servent à savoir si le cours d'eau qui se jette dans la rivière Kippawa est encore relié finalement à la rivière Kippawa en fonction de différents débits. On est allé, vu qu'on a eu des relevés de tronc qui ont été réalisés à 15, 25, 50 mètres cubes, on est allé analyser si ces cours d'eau-là étaient présentement connectés à la rivière Kippawa en fonction des différents débits pour pouvoir justement mieux saisir finalement l'impact des variations de débit sur ces cours d'eau-là, en plus que sur la rivière Kippawa. Donc, on met des codes de couleur. C'est aussi important de comprendre que ce n'est pas tous les cours d'eau qui ont la même importance. Il y a certains cours d'eau qui sont intermittents, qui ne sont pas utilisés par le poisson. Donc, on essaie de saisir justement l'utilisation du poisson dans les différents tributaires. Est-ce qu'ils circulent présentement dans ces tributaires-là? Ils ont déjà présentement des obstacles qui feraient en sorte que le poisson ne peut pas circuler dans les tributaires ou pas? Puis, donc c'est ça, on étudie les types d'écoulement, les connexions actuelles, leur utilisation, puis tout ça, ça va nous permettre de comprendre dans l'analyse des impacts si le projet a un impact ou pas sur l'habitat du poisson pour ces tributaires-là, en plus que pour la rivière Kippawa. Dans le cadre de nos inventaires, il y a une petite qui est par aussi, je vais vous dire, je vais vous le spécifier tout de suite après. Il n'y a aucune espèce à statut autant au niveau provincial que fédéral qui ont été inventoriées dans la rivière Kippawa et dans ses tributaires. Il y a 4 espèces de poissons qui sont présentes dans la rivière Kippawa. La chignon à petite bouche, le doré jaune, le grand brochet et le meunier noir. L'épinoche à 5 épines n'a pas été observée dans la rivière Kippawa, mais dans un tributaire dans un cours d'eau qui se jette finalement dans la rivière Kippawa. Donc, c'est une petite coquille, là, on l'arrange pour la suite. Donc, c'est des espèces de poissons qui n'ont pas été relevées dans le secteur annuel, mais c'est vraiment spécifiquement dans la rivière Kippawa. Donc, je voulais juste faire la petite correction. Puis, voilà. On tombe aux analyses préliminaires. Excusez, je vais vraiment regarder mes notes, je vais rien oublier. Les analyses préliminaires des impacts. Donc, on voulait vous présenter un peu justement comment est-ce qu'on fait l'analyse finalement des impacts pour que vous puissiez avoir vraiment une idée de notre méthodologie. On vous en a présenté une qui est celle de la méthodologie d'analyse pour Pêche et Océan Canada. Par contre, dans le cadre, mais pas par contre, en fait, dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement, il y a aussi une méthodologie qu'on doit utiliser pour pouvoir identifier les impacts, les enjeux appréhendés, puis aussi le degré finalement le niveau de risque finalement pour chacun des critères, qui est légèrement différent, mais ça se ressemble énormément. Mais on voulait quand même vous présenter justement comment est-ce que ça fonctionnait. Donc, ce qui est le plus important à comprendre dans tout le processus, c'est que, en premier, dans le cadre d'un projet,
on essaie d'éviter le plus possible l'impact du projet sur le milieu. Donc, il y a une séquence de 3. La première, qui est la plus importante, éviter. Quand c'est pas possible de ne pas avoir un impact sur par exemple, l'habitat du poisson, on essaie de minimiser le plus d'impact en essayant justement de bien comprendre l'utilisation du secteur et trouver des mesures d'atténuation pour pouvoir venir atténuer finalement l'impact, pour pouvoir minimiser finalement l'impact du projet sur le milieu. Puis quand, après tout ce processus-là, on n'a pas été capable de minimiser suffisamment, bien là, autant au niveau fédéral que provincial, il y a un processus de compensation à faire, mais c'est vraiment les gouvernements qui décident justement pour ce volet-là s'il y a des éléments qui doivent être compensés ou pas. Voilà. Puis l'objectif justement de faire toute cette séquence-là, c'est de maintenir les fonctions écologiques des systèmes et minimiser justement le plus possible les impacts sur l'environnement. Puis, on voulait présenter un peu un exemple de matrice d'analyse. Cette matrice d'analyse-là est prise dans les guides du ministère de Pêche et Océan. Là, cet exemple-là, c'est pour un habitat qui serait pas important ou pas essentiel pour le poisson. On voit que c'est en 2 échelles, en niveau de gravité, finalement, de l'impact, puis en niveau de probabilité. Puis en fonction de ça, on est capable d'établir un niveau de risque finalement pour chacune des composantes. On voit que même si la composante est jugée pas importante, pas importante pour le poisson, on est quand même capable d'avoir des hauts niveaux de risque là, pour certains niveaux. Donc vous pouvez vous imaginer que quand la composante est essentielle pour le poisson, le niveau de risque augmente très rapidement. Là. Donc c'est une matrice qui est évolutive. Maintenant, on voulait se pencher un petit peu plus sur les débits, vous présenter un petit peu plus les débits moyens, vu que c'est aussi l'objectif de la rencontre, puis relier ça justement à l'utilisation de l'habitat du poisson puis les périodes de sensibilité pour le poisson. Donc, on a 2 tableaux qui sont présentés ici, qui représentent des valeurs annuelles pour les débits médians, minimum, médian et maximum présentement pour l'exploitation de barrages entre 2011 et 2023. Puis on a aussi présenté les débits minimum médians projetés si le projet se faisait. Donc vous pouvez voir dans l'encadré en rouge les périodes de sensibilité pour le poisson, donc plus particulièrement pour la reproduction du poisson. Sur l'autre diapositive, on a présenté les données de différentes façons parce qu'il y en a que c'est plus facile de voir en termes de tableau puis d'autres qui préfèrent plus l'avoir en termes de graphique. Donc, on peut voir que, oui, la ligne qui est pleine, finalement, c'est ce qui est le débit actuel pour la Black Power, puis celle qui est en pointillé, c'est celle qui serait le débit projeté. On voit que, oui, il y a une grosse différence entre les différents débits, mais que la dynamique, finalement, pour les variations de débit se suit quand même. Puis, rendu entre le mois d'août et la mi-septembre, finalement, les débits médians sont semblables autant pour le projet, ce qui est actuel et projeté. On voulait aussi vous présenter un peu des exemples de pression qu'il peut y avoir sur le poisson, sur l'habitat du poisson et sur le poisson, pour vous aider. Puis ça, c'est toujours en lien encore avec les modifications de débit, parce que c'est le sujet de la présentation. Donc, vous pouvez voir justement les exemples de pression potentielle sur l'habitat du poisson et sur la pression potentielle sur le poisson, qui sont bien indiqués ici. Je ne vous les nommerai pas toutes parce que c'est un petit peu long, mais vous pouvez quand même voir un peu en gros qu'est-ce qu'il peut y avoir dans des changements de zone en zone riveraine de passage poisson et tout. Tous ce type de pression-là, c'est possible de les évaluer soit par photo-interprétation, soit par des visites qu'on a fait sur le terrain. Tout ça, c'est bien encadré et bien analysé pour vraiment essayer de bien comprendre l'impact du projet sur le poisson et son habitat. On voulait aussi pas trop se limiter à simplement les impacts
sur le poisson et son habitat, on voulait quand même vous donner une liste d'autres impacts potentiels sur le milieu, une liste non exhaustive, juste pour vous illustrer qu'on est conscient qu'il n'y a pas seulement les impacts qu'on vous a présentés qu'il va falloir qu'ils soient analysés, il y a beaucoup d'autres impacts qu'il faut qu'ils soient analysés dans le cadre du projet, dont la qualité et la quantité d'habitat du poisson et aussi qui est utilisé pour d'autres espèces fauniques, dont l'herpétofaune, l'avifaune et autres. Il y a aussi le maintien de la biodiversité. Les herbiers qui sont en place, les milieux humides qui sont en place sont utilisés par plein d'espèces. Donc, c'est important de bien comprendre l'impact du projet sur ces milieux-là. L'érosion des berges avec, par exemple, les variations de débit, des gros débits, des petits débits. Est-ce que le projet pourrait avoir un impact sur l'érosion des berges? La sédimentation, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais c'est des processus qui sont naturels dans les cours d'eau, mais quand on a des variations de débit, ça se pourrait qu'il pourrait avoir des variations, avoir plus d'accumulation, par exemple, dans des rapides, s'il n'y a pas suffisamment de variations finalement dans la rivière. Donc, c'est des zones qui prêtent d'accumulation à certains endroits. Le projet pourrait peut-être avoir des variations de température d'eau, modification de la colonne d'eau. Des fois, on a vu tout à l'heure dans les images que je vous ai présentées que ça pourrait aussi modifier légèrement les façades d'écoulement en fonction du débit et de la hauteur de la colonne d'eau. On voyait bien les rapides, on voit un peu moins bien les rapides avec des plus gros débits, donc ça peut avoir ce genre d'impact-là. Naturellement, l'impact sur le milieu anthropique, puis la qualité de l'eau aussi. Donc, c'est tous les autres éléments qu'on étudie pour vraiment bien comprendre l'impact que le projet pourrait avoir. Et la grosse phrase que j'oublie souvent de dire, mais quand en caractère roche, je suis désolée, c'est en somme, il n'y a aucun assèchement de la rivière qui pourrait être anticipé pour la simple et bonne raison qu'un débit minimal réservé, donc le débit réservé pour le poisson qui doit être conservé. Et si on va avoir des poissons dans le cours d'eau, c'est impossible d'aller l'assécher complètement. Là, je parle du poisson, mais on s'entend, je parle de toutes les composantes du milieu biologique et autres qui pourraient l'utiliser. Donc, le projet ne pourrait pas assécher complètement un tronçon de la rivière. Ça voudrait dire qu'il faudrait aller ajuster le débit réservé écologique minimal pour pouvoir au moins assurer les fonctions écologiques du cours d'eau. On voulait vous présenter aussi des exemples de mesures d'atténuation et d'évitement qui sont reliés aux modifications du niveau d'eau et du débit. La première mesure d'évitement, c'est qu'il n'y a aucun projet dans le secteur de la rivière Pipavawa qui va nécessiter d'avoir des travaux dans le cours d'eau, donc sous la limite du littoral. Les installations sont déjà en place, il n'y a pas de travaux qui sont prévus dans ce secteur-là. Une autre mesure d'évitement que présentement, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'espèces à statut autant au niveau provincial que fédéral qui fréquentent la rivière Pipavawa. Donc, il n'y a pas d'habitat essentiel pour ces espèces-là qui pourraient être perturbées. Comme mesure de mitigation, comme on parlait depuis tantôt, il y a assurer le débit adéquat de la rivière, donc le débit adéquat, le débit réservé écologique pour la rivière, durant les périodes sensibles, par exemple pour le poisson. Pour être certain d'être capable de respecter ces débits-là, les opérations de la centrale passeraient dans un second plan. C'est sûr que s'il n'est pas possible de turbiner pendant ces périodes-là pour pouvoir assurer le débit réservé écologique, c'est vraiment le débit de la rivière Pipavawa qui est le plus important. Donc, les opérations de la centrale passeraient dans un second plan. Comme on a dit tout à l'heure, toutes les espèces qui sont dans la rivière Pipavawa et ses tributaires sont des espèces qui feraient au printemps. Donc, c'est sûr que pendant la période du mois d'avril au mois de juin, plus précisément, en fait, du 16 avril au 15 juin, c'est important de garder le débit minimal réservé écologique pour cette période-là, plus particulièrement. Puis assurer le libre passage du poisson, autant dans la rivière Pipavawa que ses tributaires. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'objectif du projet n'est pas nécessairement d'améliorer les conditions actuelles. Donc, s'il y a certains tributaires, par exemple, qui n'ont pas de lien présentement avec la rivière Pipavawa,
Chippewa ou que pendant certaines périodes de l'année qu'il n'y en aurait pas, bien, c'est les conditions actuelles que ces tributaires-là ont. Donc, on n'irait pas nécessairement viser à les donner des débits pour pouvoir permettre le libre passage en tout temps. Par contre, il n'y a pas seulement le débit de la rivière qui est important pour le libre passage pour certains tributaires. On peut penser que des grosses pluies pour des petits poissons peuvent quand même permettre aux poissons d'aller regagner la rivière de Chippewa, comme dans le processus naturel actuel. Voilà. Fait que c'est les références. Merci, Marie. Donc, si vous vous souvenez de l'agenda, ce serait le moment de passer à la période de questions. On a environ jusqu'à 20 heures pour une période de questions, fait que ça nous laisserait un bon 50 minutes. Comme lors du dernier atelier, on va procéder en personne puis en ligne. Là, il y a un petit peu moins de gens en ligne, mais quand même, on veut certainement leur donner la chance de poser des questions. Je pense que je vais vous laisser un micro ici, pour si jamais il y a des questions aussi. Sinon, également, il y a Mme Michèle Lavictoire de Cima Plus, qui est l'experte en poisson, qui est disponible en ligne. Donc, si jamais la question s'adresse davantage à elle ou elle est en meilleure mesure de répondre, elle pourra le faire. Small note, if you have questions in English, obviously we'll be happy to answer them. If there are some things that weren't clear because the presentation was in French, as I mentioned to a few people already, please feel free to come and see us after, and we'll be happy to explain and take some time with you just to make sure that everything was clear and that you're able to share and participate fully. Donc, je vous laisse le micro. Moi, je vais me promener ici pour que les gens vous entendent bien quand vous posez des questions. Y a-t-il quelqu'un qui peut briser la glace, madame? Je m'en viens vers vous. On a eu les définitions. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Le débit écologique, il est de combien de mètres cubes seconde? C'est super pertinent comme question. Par contre, on est encore, comme vous avez vu dans nos diapositives, on est encore en train d'analyser justement l'utilisation du poisson pour certains tributaires, la zone d'influence, finalement aussi du projet sur le milieu. Cette zone d'influence-là doit être approuvée par le ministère de Pêche et Océans, ce qu'on est en train de déposer comme étude. Puis par la suite, quand cette zone de sensibilité-là est déposée et qu'on est aussi capable de comprendre autant l'utilisation de la rivière par le poisson et aussi par ses tributaires, c'est là qu'on est capable d'aller donner un débit finalement réservé écologique. Dans le cadre du projet, jusqu'à maintenant, on disait que c'était à peu près 15 mètres cubes parce qu'on se fiait sur un peu ce qui est comme portrait actuel, mais c'est pas encore arrêté finalement comme, excusez, je vois plus, comme débit là finalement. Donc c'est ce qui est un petit peu arrêté présentement en connaissance de ce qui est opéré. Par contre, il n'est pas encore arrêté. Puis ce débit-là, il va être aussi un consensus autant par les processus au provincial qu'au fédéral pour pouvoir le respecter. Donc on est vraiment en analyse, on est bien avancé, mais présentement, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi le débit réservé écologique. Voilà. Donc, Stéphanie, je vois qu'on a moins de questions dans le chat. Je te laisserai la poser. Merci. Oui, on a 2 questions, mais je vais commencer par la première. Donc, avez-vous, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien. Super, merci. Okay. Avez-vous capturé des cyprinidés dans la rivière Chippewa? Première question. Michel? Oh, est-ce qu'on peut l'entendre? Oui, je peux. Est-ce que ça fonctionne là? Oui, on t'entend bien. Très bien. Oui, OK. Ils ont pas capturé des cyprinidés dans la rivière Chippewa pendant les surveillances. Il y avait juste les plus gros poissons. C'est ça. Les cyprinidés, c'est des petits poissons comme tout le monde connaît les benets, c'est des cyprinidés juste pour votre information, des petits poissons. Merci, je vais poser la question parce que je ne sais pas. Y a-t-il une autre question dans la salle? J'imagine que oui, madame. C'est dans le même ordre de clarification. Juste pour être sûr, des rivières tributaires, c'est que la baie
s'écoulent dans ces rivières tributaires-là, ou c'est l'inverse, c'est les rivières tributaires qui s'écoulent dans la rivière Kippawa? Exactement. C'est les cours d'eau qui se jettent dans la rivière Kippawa, donc qui font partie du bassin versant de la rivière Kippawa. Donc, Oui, c'est parce qu'avec le projet, là, vous avez parlé qu'il y avait 45 rivières tributaires. Savez-vous le nombre qui vont être affectés, asséchés par le projet? c'est pas possible de les assécher, en fait. C'est pour ça qu'on essaie de bien comprendre l'utilisation actuelle, finalement, de tous ces cours d'eau-là qui viennent se jeter dans la rivière pour comprendre si, présentement, est-ce qu'ils sont connectés à la rivière Kippawa? Si oui, à quel moment ils sont connectés dans la rivière Kippawa? Leur utilisation, est-ce qu'elle permet présentement ou non le libre passage poisson? Puis en comprenant bien vraiment toute l'utilisation, finalement, de ces tributaires-là, autant par la faune que par... Là, on parle juste du poisson, mais on s'entend qu'il y a d'autres espèces qui utilisent ces tributaires-là. En fonction de ce portrait-là général, on s'en vient voir les débits, finalement, qui peuvent être utilisés dans la rivière Kippawa pour essayer de comprendre, justement, quel débit réservé écologique on doit conserver pour pouvoir au moins maintenir le lien, justement, exactement les connexions. Mais si le tributaire n'était pas connecté à certaines périodes de l'année, c'est le processus qui est actuel, donc ça serait normal que ça soit la même chose. Voilà. Stéphanie, une prochaine question en ligne, s'il vous plaît. Oui, donc, quel débit juge acceptable la CEPAC? La CEPAC, je peux répondre? Oui. La CEPAC, pour le moment, est neutre dans le projet. On a des discussions avec eux et on demande toujours les autorisations quand on va sur le secteur, on leur demande leurs données et tout. Mais la CEPAC, présentement, ne se prononce pas du tout sur le projet. Ah, si je comprenais, Daniel, mais tu pourras me corriger, ça va plus être dans le processus. Quand l'étude d'impact va avoir été toute réalisée, que les impacts, les enjeux, tout ça vont avoir été bien relevés, et dans le processus du BAP, donc qui va être plus au niveau des consultations publiques, c'est là que la CEPAC va pouvoir, ou le ministère de l'Environnement, bref, relié avec la CEPAC, va pouvoir mettre finalement va prendre position, puis peut-être aller questionner un petit peu plus, mais à cette étape-ci, elle est neutre. Merci. Prochaine question. Monsieur, puis après la prochaine. Il y a combien de débits pendant la furaie du doré qui va passer dans la rivière? On pourrait voir, justement, on avait un tableau là, avec les données qui étaient médianes. Là. Donc, on voit que les débits médians de la mi-avril à juin, c'est entre 15 et 44 mètres cubes selon. Parce que ici, les données, là, je peux parler assez fort. C'est pour être certain qu'on entend en ligne, parce que même si vous projetez bien, monsieur, je ne vous entends pas de ça. Ici, j'ai des données qui disent que ça prend un minimum de 50 mètres cubes secondes au printemps pour que le doré se reproduise bien. Comme j'ai dit, Michel, je ne sais pas si tu voudrais mieux répondre que moi à la question. Je peux parler de ça un petit peu. Le débit, c'est pas le numéro le plus important parce que c'est qu'est-ce qu'on cherche, c'est la profondeur et aussi la vitesse de l'eau pendant la fête. Donc, le débit, ça change avec la largeur de la rivière. Donc, il faut que tu vraiment regardes ça rivière par rivière, côte par côte. Donc, on est en train de faire plus d'analyses avec des modèles pour comprendre si le versement du débit va continuer à être capable de laisser la forêt fonctionner comme il faut. Merci, Michel. Donc, prochaine question en ligne. Oui. Est-ce que l'identification des espèces a eu lieu seulement par capture ou l'ADN a été utilisé pour compléter le portrait? L'ADN n'a pas été utilisé pour identifier les espèces de poissons en place. C'est vraiment un côté identification par les captures. Michel, il y avait aussi il y avait d'autres types de pièges qui ont été utilisés, mais je pense que c'est plus pour l'identification des œufs et des larves, si je ne me trompe pas. Oui, les œufs et les larves, il y a des méthodes scientifiques publiées qu'on utilise pour l'identification. Voilà, il n'y a pas d'ADN qui a été utilisé. Mais
Pourquoi on n'utilise pas l'ADN? Michel, peux-tu répondre à cette question-là, s'il te plaît? J'en ai entendu. Hein? La question, l'intervention, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas eu de eDNA qui a été utilisé. Si ma mémoire est bonne, le compte-rendu aussi qui a été mis à jour récemment parlait justement de ça, fait que peut-être préciser là-dessus. Oui, mais c'est ça, je vais laisser. Michel, si tu veux en parler, puis sinon je pourrais enchaîner après. Est-ce que tu as bien entendu la question, Michel? Donc, je vais répéter. Oui. Okay, vas-y, Mais Michel. est-ce que c'est juste pour les poissons que la question ou pour les espèces en général? La question, c'est de savoir est-ce que du eDNA a été utilisé dans les inventaires. Je pense que c'était pour les poissons, mais si vous avez une réponse générale également, je pense que ce serait apprécié. Puis également un suivi, à savoir pourquoi ça n'a pas été utilisé et de plus, à quoi ça sert. OK. C'est pour le mot en français, j'ai dit, mais les RDN, c'est pas vraiment nécessaire pour l'identification des poissons qu'on a trouvés. Et aussi, je pense qu'Anne-Marie a une meilleure réponse que moi, mais il y a beaucoup de discussions dans la littérature avec les fausses positives, puis le fait que l'eau, ça bouge beaucoup. Ici, ça bouge vite de barrage Lanier jusqu'à la rivière Outaouais, puis on veut seulement savoir les poissons dans la rivière elle-même. Donc, il y a beaucoup plus d'espèces dans le lac Kippawa que dans la rivière Kippawa, puis on ne veut pas se confondre avec ce qui est où. Donc, ça serait le pourquoi. Puis, si vous peut-être en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? L'idéal, parce que c'est pas clair pour tout le monde, puis je pense qu'on aimerait. Oh, OK. Oui, c'est une méthode qu'on a commencé beaucoup avec ça, plutôt pour les tortues. Il y a des personnes qui l'utilisent pour les larves de poissons, mais c'est pour savoir quelle espèce il y a. C'est comme forensic science, mais pour les espèces. Donc, ça répertorie la présence d'ADN dans un cours d'eau, puis en fonction de cet ADN-là, on peut déterminer s'il y a une présence d'espèces de poissons. C'est bien ça? C'est ça, mais ça ne dit pas où ça vient de. Donc, avec les cours d'eau qui bougent tellement, ça ne dit pas que c'est dans la section de la rivière où tu peux faire tes études. Donc, ça peut provenir de beaucoup plus en amont que la section d'intérêt. Par ailleurs, juste pour faire du pouce, donc, ce que Michel a expliqué, justement, c'est dans le lac, il y a une plus grosse biodiversité de poissons que dans la rivière des Outaouais. Déjà, en partant, ça amène des faux positifs. On avait déjà essayé, dans la première mouture du projet, en 2022, de prendre de l'ADN environnemental pour les tortues, parce que c'était pas mal sorti à ce moment-là comme étant un protocole, une façon de faire qui pouvait être intéressante. Pour pouvoir identifier l'ADN, on vient simplement prendre des échantillons d'eau, que l'on amène en laboratoire, qui puissent pouvoir utiliser comme nous, on a de l'ADN, les espèces aussi ont de l'ADN. Puis ces codes-là, ils sont connus, puis ils sont capables d'aller identifier clairement les espèces en fonction des codes d'ADN. Mais ça paraissait un peu magique au début. On se disait, waouh, tu sais, ça va super bien aller. Puis, mais finalement, ça a été très non concluant de notre côté pour les tortues. Ça ne nous a pas nécessairement informé un peu plus là-dessus. Même on n'a pas eu beaucoup de données à propos de ça. Puis côté poisson, Michel a vous expliqué un peu pourquoi on ne l'a pas fait. Puis toujours en réitérant que le ministère de l'Environnement, on les a tous déposés, nos protocoles avant. Puis ils ont accepté en fonction de nos protocoles standardisés. Voilà. Merci. Donc, il y avait une autre question ici. Je viens vers vous. Quand je regarde votre présentation, c'est comme c'était en 2005 à 2017 quand j'ai été élue de la ville de Témiscamingue. On ne parle pas de la protection du niveau de lac Témiscamingue, on ne parle pas de l'impact sur le lac Témiscamingue, on ne parle pas de détails. Il y a quelque chose qui manque dans votre étude, à mon avis.
Vous répétez. J'ai dit, il manque quelque chose dans votre étude. Ça a un impact sur le lac Témiscamingue comme ça a un impact sur le lac Kipawa. Merci. Je ne sais pas si l'équipe d'énergie renouvelable de Niki ou Anne-Marie veut réagir. En fait, le but de l'atelier ce soir, c'est vraiment concentré, comme vous avez pu le voir, sur la rivière Kipawa, les impacts sur les zones environnantes, la zone d'étude au complet, l'ensemble des autres impacts, que ce soit au niveau des lacs Thériault, du barrage, du projet Ounimiki Nord, Ounimiki Sud, les autres impacts à la sortie de la turbine ou de la centrale dans le lac Témiscamingue. Ça va être examiné dans un deuxième temps. Ce soir, c'était davantage orienté effectivement sur... vous avez tout à fait raison de dire que c'est incomplet, parce que c'était une seule portion du travail. L'emphase a été mise sur la rivière Kipawa, parce que de la rivière Kipawa, il y a des analyses notamment sur les rivières réservées, que ce soit esthétique ou anthropique. Ça va venir possiblement avoir une incidence sur la capacité installée, sur certains détails du projet. Donc, on n'a pas encore fait de simulation hydraulique. OK, quel va être l'impact à la sortie, par exemple, de la centrale? Parce qu'il faut statuer d'abord sur un débit d'équipement. Merci. Question en ligne, Stéphanie? Oui. Vous avez mentionné aucun dessèchement de la rivière, mais combien de milieux humides, superficies et types seraient asséchés, affectés par l'abaissement du niveau de l'eau? En fait, c'est un peu le même processus qu'on va faire que pour milieu humide égale habitat du poisson aussi en partie. Donc, avec les imageries drone, je vais répondre rapidement. On n'a pas encore les données pour savoir les pertes d'habitat de milieu humide parce qu'on a encore les débits réservés écologiques à déterminer. Tout ça, c'est interrelié. En sélectionnant le débit écologique, le débit réservé écologique, j'inverse les termes, on va être capable de vraiment identifier les pertes d'habitat en milieu humide. Par contre, ils ont tous été inventoriés, délimités par photo-interprétation, puis par les relevés de terrain, mais c'est vraiment en fonction justement des débits qui vont rester en place qu'on va avoir une meilleure idée des pertes potentielles de milieux humides qui seraient créées par le projet. Merci. Question à la salle? Monsieur? J'avais une petite question au niveau avec le débit étant moins de débit, comment ça va affecter la chaleur de l'eau, puis comment ça va affecter l'écosystème, puis les espèces qui habitent ou qui utilisent ce plan d'eau-là? Merci. Michel, est-ce que tu veux répondre à cette question-là? Merci. On se va se répéter un petit peu, mais encore, il y a quelque chose à penser ici. La température de l'eau de la rivière est vraiment affectée par comment on gère le barrage de la Mienne. Donc, on ne change pas comment ça va être on ne change pas comment l'eau coule par-dessus ou en dessous de le barrage. Donc, l'eau qui rentre va rester à la même température et ça bouge vite alentour, mais on n'a pas fait tous les modèles encore. Donc, il faut qu'on regarde les profondeurs, maintenant les profondeurs avec le débit réservé écologique proposé pour voir s'il va y avoir une différence. Mais normalement, pour une centrale hydroélectrique comme celle-ci, tu ne changes pas l'opération du barrage, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'impact à la température lorsque la rivière est déjà une qui est pour les poissons et les espèces qui aiment l'eau plus chaude. Donc, je ne sais pas si j'ai bien fait ça, mais c'est vraiment, on commence avec une rivière chaude à l'eau chaude, ça va rester la rivière chaude, et l'eau qui rentre dans la rivière ne change pas. Et il n'y a pas d'impact sur on n'enlève pas des arbres, etc. sur la riveraine, donc l'ombrage sur la rivière ne change pas. Donc maintenant, tout ce qu'on a besoin de vraiment analyser, c'est les profondeurs, puis être certain que qu'est-ce qu'on pense est vrai.
Merci. J'ajouterais juste peut-être pour certains, certaines qui ne sont moins familières, le projet est encore en amont de l'étude d'impact. Donc, tous les impacts qui étaient nommés dans la diapositive qui listait les impacts potentiels anticipés, tout ça seront analysés et détaillés dans l'étude d'impact. L'objectif d'aujourd'hui, là, on est encore en amont. Comme Marc mentionnait, il y a beaucoup de données qui ne sont pas encore existantes. C'est pour vous donner un petit peu plus de jus pour pouvoir participer à l'atelier après puis échanger là-dessus. Donc, j'en dirai un petit peu plus là-dessus, mais ne soyez pas surpris ou surprise s'il y a beaucoup d'affaires qu'il n'y a pas encore de réponse, puis c'est la réponse, ça va être, ben, on va l'analyser plus tard, puis on n'a pas encore de réponse par rapport à ça. Donc, je crois qu'on est rendu une question en ligne. Stéphanie, s'il y en a une nouvelle, je te laisserai aller. Oui, il y en a. Oui, on en a encore quelques-unes. C'est une question qui concerne le graphique de la page 32, donc la slide suivante. Oui. Comment s'appelle la méthode de calcul de débit présentée dans votre graphique? Ben là, je suis vraiment désolée, mais c'est notre spécialiste Androlique qui a fait ces modèles-là. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Il va vraiment falloir revenir. Je suis désolée. On va... Je peux dire qu'ils utilisent les données qui existent avec les gauges along the river. Depuis pour celle-ci, je pense qu'il a commencé avec 2011 jusqu'à 2023 à cause qu'il y avait un changement comment ils géraient l'eau de le lac Pawa. Je ne sais pas si ça aide à la question là. Oui, en fait, c'est la ligne en bleu, le trait continu. C'est vraiment des résultats des valeurs mensuelles médiane. Ça veut dire que la moitié du temps que les valeurs sont supérieures à la valeur montrée, la moitié du temps, les valeurs inférieures, sur une base mensuelle. Fait que chaque valeur qui est indiquée là, c'est une valeur mensuelle, donc la moyenne sur 30 jours, par exemple. Ça vous donne... fait que le graphique présente la variation entre janvier à gauche et décembre à droite, sur une base mensuelle. Et puis la ligne pointillée, bien, en fait, c'est qu'on vient réduire le débit qui est disponible en bleu très continu. On vient extirper, je dirais, de l'eau qui va vers au Miniki Nord. Et puis c'est ce qui serait le restant en assumant un débit réservé écologique de 15-28 secondes. C'est pour ça que vous avez une période, disons, de juillet à aller en octobre, novembre, même au début de mi-novembre, où est-ce que vous avez, en fait, c'est des valeurs à chaque mois, c'est pour ça que ça fait des pointillés, des pointes un peu en triangle, c'est pas des valeurs journalières, des valeurs pour le mois, donc, mais vous avez quand même la période de juillet à aller à novembre pour le débit de 15 qui est maintenu. Mais encore une fois, ça reflète une valeur médiane, ça veut dire qu'il y a certaines années que, oui, vous allez monter plus haut, d'autres années, vous allez pas inférieur dans le cas de la pointillée, disons, maintenue en tout temps. Mais puis les valeurs plus hautes, effectivement, il peut y arriver des valeurs plus hautes au fil des mois. Donc, juste pour être précis, la ligne bleue continue, c'est les valeurs médianes mensuelles. Ça veut dire que c'est la médiane, non pas la moyenne. 50% du temps, ça peut être au-dessus de cette ligne bleue, puis 50% du temps, ça peut être en dessous de cette ligne bleue. Et la ligne bleue pointillée en bas, c'est le débit restant dans la rivière, projeté après le projet, si on assume qu'il y a un 15 mètres cubes et qui est le débit réservé écologique projeté pour l'instant. Exact. Okay. Peut-être en complément, Jacques, à cette question-là, le participant qui nous a posé la question, c'est sur quel document se base ces valeurs projetées? Je pense en spécification à la question posée. Pour le trait bleu, c'est les données disponibles au ministère sur la période de 2011 jusqu'à 2023. Et puis, en fait, on reçoit les données journalières disponibles. Fait qu'il y a un traitement qui est fait simplement pour évaluer la valeur médiane de chaque mois. Puis le trait pointillé, c'est en tenant compte d'un débit d'équipement de la centrale, puis c'est ce qui resterait de disponible dans la rivière telle que convenu. Okay, donc, c'est les valeurs du ministère. Là, on comprend que, est-ce que la méthode, non, je suis toujours dans la même...
séquence de questions. Ben, on va prendre en note la question, puis on va aller poser la question à l'expert en hydraulique qui pourra la répondre. Ça va être détaillé dans le compte rendu. Désolé, il n'était pas possible d'avoir tous les experts. Par contre, j'ai entendu une petite question. Oh, vas-y, Michel. Calcul de mathématiques. Donc, on a tous les numéros de tous les jours pour chaque mois depuis 2011 jusqu'à 2023. Puis là, tu regardes, tu prends la valeur du minimum et le maximum, puis l'autre, c'est juste la moitié, donc c'est juste une analyse facile avec Excel que tu mets. Donc, c'est pas un gros modèle de relais qui est compliqué, finalement. Non, c'est juste vraiment, il y a des données spécifiques, il y a toutes les données, puis tu juste mets ça dans Excel, puis tu cliques, puis tu demandes c'est quoi le médiane, puis c'est vraiment 50%. Donc, lorsque tu as une colonne avec tous tes numéros, puis Excel, tu la regardes, puis ça dit, OK, il y en a 50. La moitié des données sont plus haut, puis la moitié des données plus bas, donc ça, c'est le numéro pour le médiane. C'est comme un moyen, mais on aime médiane plus qu'un moyen parce que si tu utilises la valeur moyenne, ça se peut qu'à cause qu'il y avait des jours très élevés ou très bas, ça va changer. C'est pas un vrai numéro, donc c'est pourquoi on utilise le médiane au lieu de moyenne, lorsqu'on regarde les impacts. J'ai entendu ça. C'est un peu ce J'ai entendu un commentaire aussi à propos des débits de 15 mètres cubes pour le débit projeté. Ça va vraiment être le débit. Si c'était le débit écologique qui serait sélectionné, ça irait pas vraiment en bas de ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Fait que je comprends votre interrogation. Il faudrait peut-être mettre un petit commentaire là, sur. Le mot médiane au pluriel, c'était actuel et projeté qui était médiane. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, c'est un bon point, mais on va le corriger dans la présentation du commentaire. Justement, avec monsieur, puis on passe avec vous. Allez-y. C'est juste pour dire là, que je suis un peu surpris parce que si tu regardes là, le débit qui va être envoyé vers la centrale, tu parles de 77 à 85% de l'eau qui va être poussée vers la centrale. C'est considérable. Puis je voulais savoir, pour le minimum requis, qui est 15,3, est-ce que vous avez un facteur de sécurité qui met au-dessus de ça pour dire ça c'est le minimum requis, mais on ne va pas plus bas que ça? Côté débit réservé écologique, c'est vraiment des calculs là, qui sont établis en fonction de certaines méthodes. Mais c'est sûr et certain que ce débit-là pourrait être soit négocié ou soit justement, comme on parlait, de voir en termes de données anthropiques, est-ce qu'on a envie de monter ce débit-là, tout ça. Mais côté débit réservé écologique, en général, Michel, est-ce que dans le calcul, c'est déjà compris d'avoir un jeu pour s'assurer que ce débit-là est adéquat pour le milieu? Des fois, qu'est-ce qui arrive s'il y a des uncertainties, puis on n'est pas certain, puis il faut qu'on fasse des suivis pendant qu'on regarde le débit, mais dans ce cas-ci, on a fait le drone pendant à peu près 15 mètres cubiques par seconde. Donc, c'est ça qu'on va présenter au ministère pour être certain qu'ils sont d'accord avec nos évaluations lorsqu'on nous sommes terminés de regarder les impacts. Et ça enlève un petit peu le risque parce qu'on a vu, en jouant avec le barrage, on a vu qu'est-ce que c'est 15 mètres cubiques par seconde dans les différents secteurs de la rivière. Peut-être ajouter, là, c'est que la notion qui est utilisée, c'est pas nécessairement un facteur de sécurité. C'est effectivement, tel que mentionné par Michel, quand il y a des zones où il y a un peu d'incertitude, bien effectivement, est-ce que cette incertitude-là est complètement éliminée si on augmente le débit? Puis généralement, on va choisir un débit avec un certain degré de certitude, en tout cas suffisamment pour convaincre le ministère, suffisamment pour que les professionnels soient aussi confortables en lien avec leurs conclusions sur les impacts. Puis en bout de ligne, généralement, toutes ces conditions-là font l'objet d'un protocole de suivi dans 3 ans, 5 ans, parfois même. Il y a dans certains dossiers, vous avez une période prédéfinie de 3 ans. Puis dépendamment des résultats, le ministère se garde
toujours la porte ouverte pour allonger d'un autre 3 ans pour continuer cette certitude ou voir modifier les conditions d'opération. Mais on a tous intérêt à trouver une valeur qui soit correcte. Parce que si vous bâtissez le projet et vous découvrez en phase de suivi que vous avez un problème, vous avez un problème et financier et écologique. Merci. On va juste prendre une question en ligne, sinon on a 2 questions dans la salle. Donc, Stéphanie. Oui, ben en fait, j'avais eu un petit commentaire, une autre sous-question de la question de tantôt que je n'ai pas pu poser. Je la poserai, puis si tout le monde est d'accord, je poserai une nouvelle question après ça, là, juste pour conclure l'histoire des débits, puis la slide 32. On dit donc le pointillé, dans le fond, c'est basé sur les besoins de rentabilité du projet, en termes de calcul. Non, les valeurs qui sont indiquées là, c'est en assumant le débit jugé. En tout cas, il fallait partir avec une valeur pour faire les analyses. On a pris 15 mètres cubes secondes parce que le ministère qui opère actuellement le barrage nous a informé que, dans la mesure du possible, il préservait 15 mètres cubes secondes en rivière. On est parti avec la même valeur, mais encore une fois, on ne peut pas présumer cette valeur-là aujourd'hui. On a tenu compte de ça dans nos évaluations préliminaires du projet. Puis là, c'est le travail de terrain qui va nous amener. Peut-être qu'on va arriver au mois de, je ne sais pas, par exemple, en période de frais, pour une raison quelconque, on pourrait avoir relâché un peu plus d'eau, réduire le productif de la centrale de façon volontaire, je veux dire, pour préserver ces engagements-là puis respecter ces engagements-là. Mais on pense honnêtement que la valeur de 15, comme première hypothèse, c'est une hypothèse qui est plausible. Maintenant, on brode autour de ça pour valider toutes les conditions qui en découlent. Il est possible que dans certains secteurs, on dirait 10, ce serait assez, ou ça ne changera pas suffisamment pour être notable. Puis qu'à d'autres périodes, ça peut être 25 qui va être requis. C'est ce travail-là qui est en cours d'analyse. Tu peux poser ton autre question, Stéphanie, vas-y. Merci. Est-ce que le promoteur aura une garantie d'approvisionnement minimale à produire dans le cadre de son contrat de production pour Hydro-Québec? Non. Le contrat Hydro-Québec, c'est un contrat que je qualifierais d'ouvert. Il achète ce que vous produisez, tout simplement. Il n'y a pas de garantie sur le productif ni la capacité installée. C'est le même type de contrat qu'on a dans d'autres dossiers, en tout cas pour ceux qui sont familiers, l'appel de proposition restreinte de 1991, qui a été renouvelé pour un deuxième 20 ans dans plusieurs des projets. C'est le même format de contrat qui est envisagé. Cependant, Hydro-Québec étant conscient, puis les modèles de production vont le montrer, que la gestion actuelle du lac Kippawa permet d'envisager un productif très intéressant en hiver, en utilisant les mêmes modes de gestion du lac Kippawa qu'actuel. Donc, c'est un projet hydroélectrique qui, comparativement à d'autres options d'Hydro-Québec, par exemple, avec des centrales au fil de l'eau, vous savez, en hiver, les rivières qui n'ont pas un réservoir comme ça, évidemment, les débits sont très faibles en hiver, un étiage d'hiver. Donc, ils produisent à peine le tiers de leur capacité installée, alors que dans le cas de Kippawa, puis de Winnipesaukee Nord notamment, on va produire à peu près à la capacité installée durant décembre, janvier et février, ce qui est très, très intéressant pour le réseau. Merci. Donc, on passerait aux questions dans la salle. Donc, j'ai monsieur, madame qui ensuite venir ici. Ah, ça va? OK. Bon, ben, on passe à madame. J'espère que vous êtes prête. Ce que je vois sur la carte, c'est qu'au mois de juin, le débit passe à 15 mètres cubes seconde. Depuis le début de ce projet-là, on nous a toujours dit qu'on tiendrait compte de l'importance que la grande chute reste une grande chute. Il y avait même la joke qui roulait, la chute à Piton, quand les touristes arrivent, on diminue pour avoir une belle grosse chute. Présentement, si je viens à vous demander comme il faut, au mois de juin, la grande chute, la rivière, est à environ 85 mètres cubes seconde, et là, elle baisserait à 15. Juillet, la drop est moins évidente, là, mais on voit que
Pour la période touristique, il y a vraiment une très grosse baisse du débit, donc un impact sur la grande chute, qui est un attrait touristique majeur, le fer de lance du parc au Pénican. Bien, justement, le sujet aujourd'hui, c'est dans la présentation, c'est de parler des débits, de chacun des éléments qui sont importants, des conditions, puis ça va faire partie des discussions que vous allez pouvoir alimenter comme il faut pendant la deuxième partie de la présentation. C'est un point de vue qui est très, très pertinent. Je crois qu'il faut que vous l'ajoutiez dans la suite. Tout à fait, merci. J'ajouterais également, je pense qu'il y a déjà une entente avec la direction des barrages pour pouvoir permettre plus de débit durant cette période touristique-là. Là, si je ne m'abuse, il me semble que j'ai entendu ça. C'est plutôt pour, comment ça s'appelle, le festival le festival de la bière Power. Le festival de la bière Power, oui, c'était déjà prévu qu'il soit respecté, mais je comprends que c'est pas ça votre point. Oui, je comprends votre point. Oui. Dans certaines, je vais juste peut-être faire une petite clarification, un commentaire additionnel. Dans nos premières discussions, parce que dans les consultations, évidemment, les gens du parc Pénican ont été rencontrés à quelques reprises. Puis dans leur vue, jusqu'à présent, eux autres, il y avait une préoccupation justement sur des fluctuations, disons, horaires ou journalières à la rigueur du débit, dans un objectif de préserver la qualité des habitats et justement qui aligne davantage avec la mission du parc sur l'aspect naturel. En tout cas, il y aurait des démonstrations à faire. On ne pourra pas se permettre, par exemple, de changer le débit d'heure en heure en fonction des clients, tout ça. S'il y a un ajustement à faire, ça va être quelque chose qui va être fait sur une certaine période avec un protocole de mise en place préétabli, comme c'est d'ailleurs le cas avec la direction des barrages actuellement. S'il y a une gestion qui se fait, il y a certains protocoles de mise en place des conditions. On avait une question ici, monsieur. C'est qu'on voit qu'au mois de mai, donc, il y a pas un surplus, mais il y a une disponibilité d'eau, puis là, ça chute quand même, une chute libre jusqu'au mois d'août. Là, les deux lignes sont quasi superposées l'une sur l'autre pour maintenir le minimum de 15 mètres. Qu'est-ce qu'on fait à ce temps-là, entre le mois d'août jusqu'au mois d'octobre, où ça commence à remonter? Est-ce qu'on ferme la centrale? Qu'est-ce qui est la priorité? En fait, tel qu'est présenté sur le graphique actuellement, ce qui sera utilisé par la centrale, c'est ce que vous voyez ici. C'est de là à là. À chaque fois, c'est le début utilisé par la centrale, c'est ce qui est montré. L'écart entre les deux lignes, en fait, c'est ce qui est montré. On va arriver au mois d'août. En moyenne, ça veut dire qu'elle sera arrêtée, parce que, comme vous voyez, les deux lignes se touchent. Ça veut dire que c'est déjà prévu. Elle va être arrêtée. Si par une raison quelconque, ça encore une fois, c'est une valeur médiane, ça peut arriver qu'elle soit plus haute, ça veut dire que la valeur à respecter va toujours être respectée. Puis si jamais il y a un coup d'eau qui permet d'évacuer de l'eau, ben, dans un premier temps, ça va être turbiné. Ça, encore une fois, c'est des valeurs médianes qui sont présentées. Souvent, c'est le cas. À août-septembre, c'est souvent le cas que c'est problématique. On en profite généralement pour faire des arrêts planifiés de la centrale, puis faire les entretiens annuels des équipements. Particulièrement dans le cas ici, parce que dans d'autres rivières, des fois on profite de l'hiver puis de l'étiage d'hiver pour faire des entretiens, parce que les débits sont faibles, donc les pertes de production sont faibles. Dans le cas ici, c'est certain qu'on va viser davantage à août-septembre pour faire les entretiens de la centrale, parce qu'on essaie toujours de minimiser les pertes associées à ces travaux planifiés. J'ai, par mégarde, oublié qu'il y avait une question en ligne. Donc, je sais qu'il y a plusieurs questions ici dans la salle, mais on va faire 2 questions en ligne par principe d'équité. Puis après ça, on va revenir dans la salle. Mes excuses pour les gens en ligne. Stéphanie. Pas de problème. Donc, ma première question, vous avez dit au premier atelier que vous étiez à la 3e année, je crois, d'inventaire terrain. Considérant que le promoteur prévoit faire son dépôt de l'étude d'impact à l'automne 2025,
comment expliquez-vous que vous n'avez fait encore aucune modélisation de variation des débits? Ce sont ces scénarios qui mériteraient la discussion. En fait, c'est qu'on est à la deuxième mouture de l'avis de projet. Il y a eu 2 avis de projet qui ont été déposés jusqu'à maintenant dans le cadre du projet. Effectivement, il y a 3 ans, il y a un premier avis de projet qui avait été déposé. Après ça, il y a une deuxième mouture du projet. Donc, l'avis de projet en tant que tel a été déposé, ça fait moins d'1 an. Et je peux comprendre qu'il y a des surprises par rapport à ça, mais le projet a complètement changé entre les deux, d'où le fait qu'on est en train de sélectionner les bons modèles finalement pour pouvoir savoir c'est quoi l'impact du projet sur la rivière Kippawa et les autres milieux. Là. Donc ça peut expliquer pourquoi on n'est pas rendu là encore. Si je peux me permettre, si ma mémoire est bonne, également, l'échéancier projeté pour le dépôt de l'étude d'impact, c'est la fin de l'année 2025 ou le début d'année 2026, donc pas à l'automne 2025, donc quelques mois plus tard ou plus tôt. Voilà. Merci. Deuxième question, Stéphanie. Oui, donc maintenant une question en anglais. As the volcano fish habitat site on the floor of Lake Temiskaming, directly in front of proposed site, been studied, assessed, explored. Apologies if this was covered. Volcano fish. Can I answer in English? I can answer in English? Yes, you can. Okay, so I'm interested to know more about this question. There was some sampling for the fish community upstream of La Nielle, the dam La Nielle. We are not doing any physical work in Lake Kippawa in that area, if that is the area you're talking about. So I guess I'm looking for a clarification about where this habitat is and what is meant by this volcano habitat. Sorry, I can pipe. This is actually on Lake Temiskaming, so where the water site would exit into Lake Temiskaming. There is the floor comes up into sort of a volcano where it's quite a fishing habitat area, so I was wondering if anything was studied. Again, this is in Lake Temiskaming. Thank you, sorry. Okay. So in Lake Temiskaming, we are going to probably end up doing some modeling about how the flow pattern and depths will be altered, if any. So that is to come. So we're looking, and there is no excavation in Lake Temiskaming where this river goes in. So the only impact that we'll have in the Lake Temiskaming is a change of flow coming out of the river. So there's no physical work. So they won't be studying that area? I mean, the water flows would be directly there, so it would impact that area. Yeah, the study that would be done is a model that tells you how you change the flow pattern and water depths between 2 river systems. So it's like it gives you a vector analysis to see where the water is going. So when the water hits another water body, there's a velocity and a direction. So we want to make sure we understand how that changes and in relationship to the river, to the lake. If I may, Michelle, I believe the question is about the outlet of the powerhouse when the Terrace Canal joined the Lake Temiskaming, and people are concerned about... I think you're talking for... Okay, maybe Aaron, could you clarify? Are you talking where the Kippawa River enters or where the tail race for Oniki North would be? Yeah, where Onamiki North would be, where it comes into Lake Temiskaming. Yes. Okay, work there. So there's going to be a model there as well that's going to have the bathymetry and the flow patterns existing. It's because of the river, not because of the outlet. And then we're going to superimpose that with the proposed changes and see what those are. Yeah, there would be a... So once that's established, you can then study what's in that area. So it's and we did do they did do a couple nets at those locations as well. And I'll have a better understanding when I have the bathymetry map provided. So to sum up, more information dessus. On va passer à la question en français. Je crois qu'on était rendu à Madame... ou non, je sais déjà peut-être pas. Deuxième tour. Vous aviez une deuxième?
j'ai une deuxième question, fait que je pose en deuxième tour. OK, je pense que monsieur Yael, madame, après ça, on va revenir ici, puis je ne vous ai pas oublié aussi, monsieur. Donc. Je voulais juste savoir, admettons que le projet va de l'avant, tout fonctionne bien. Est-ce que, dans le cadre du projet, il va y avoir un mandat de surveillance entre la théorie et la pratique? Puis ça, sur combien de temps? C'est qui va se faire le gardien de ça pour vérifier que... L'autre question aussi, si jamais on réalise qu'il y a une différence entre la pratique et la théorie, de l'ouverture d'esprit à moduler des quantités pour s'ajuster. Si on voit qu'il y a des impacts, là, dire OK, ben, il faut réduire le débit, parce qu'on s'entend que la journée que tu as une centrale hydroélectrique comme ça, tu as dépensé de l'argent, il faut que tu génères de l'argent pour la payer, puis tu crées des attentes en revenus financiers. Donc c'est difficile de reculer. Je peux répondre pour la version étude d'impact peut-être, puis je vous laisserai. Pour la version étude d'impact, c'est soit au dépôt de l'étude d'impact ou après avoir fait tous les processus de dépense publique, il y a un plan de gestion environnementale. Là, il a changé souvent de nom, je m'excuse si c'est pas exactement ce nom-là. Mais ce plan de gestion environnementale-là sert à aller tout mettre ensemble les mesures de mitigation qui ont été indiquées partout dans l'étude d'impact, puis qui va aussi inclure les autres mesures qui vont être prévues avec le VAP et les autres processus. Il y a aussi, pour toutes les composantes qui sont un peu plus difficiles à suivre, des fois on croit qu'il va y avoir tel impact, on juge que le tel impact pourrait être relativement faible, mais on a un degré d'incertitude. Il y a toujours des suivis aussi qui doivent être faits, qui sont paramétrés, on les indique, on dit quel type de suivi qu'ils ont à faire, quel type de relevés aussi qui vont être faits, puis ces suivis-là, ils sont aussi encadrés en termes de nombre d'années aussi, puis sont déposés au ministère de l'Environnement. Voilà, puis pour la deuxième portion. Juste pour un exemple, c'est pas... dans d'autres projets, il y a des comités citoyens qui ont été mis en place. J'imagine que les partenaires ou le projet, quelque part, il y aura le même genre d'initiative de mis en place, de sorte qu'il y a un comité citoyen, souvent qu'il soit des questions, même une fois en opération, de quelconque citoyen qui l'amène, le promoteur fournit les réponses. Dans un autre projet, on avait un cartable complet des engagements du promoteur, que ce soit au niveau environnemental, social ou autre. Puis on s'assurait avec des rencontres périodiques pendant les travaux notamment, après les travaux, il y a eu des suivis avec des rencontres du comité indépendant, je qualifierais, qui étaient formés avec des gens qui avaient certaines notions complémentaires entre eux par rapport à l'environnement, par rapport à la biologie ou autre. Et c'est eux qui recevaient les questions citoyennes qu'ils adressaient aux promoteurs à ce moment-là. Et puis, donc c'est ça, il y avait cette interface-là, je dirais, pour assurer le respect des engagements par le promoteur. Ça répond à votre question? Parfait. Donc, on irait pour une question en ligne. Il nous reste 2 minutes à la période des questions. Là, je vous rassure, les gens qui ont encore des questions, soit en ligne, personne, on va demeurer ici, puis on va pouvoir continuer à les répondre. Les questions qui sont écrites dans le chat en ligne, vous pouvez continuer à les écrire, on va les inclure dans le compte-rendu. Il y aura des réponses officielles qui seront préparées. Il y aura un compte-rendu qui va être préparé en français, en anglais, avec la présentation aussi pour tout le monde. Ça sera mis sur le site web de Onimiki, que je vous rassure. Et une dernière petite affaire, on mentionne que sur le site Internet, c'est écrit que l'étude d'impact va être déposée à l'automne 2025. Ça doit être une coquille ou une erreur, quoi que ce soit, ça sera corrigé. Mais je réitère que l'engagement de Énergie renouvelable à Onimiki, en ce qui concerne l'échéancier actuel, c'est de déposer l'étude d'impact d'ici la fin de l'année 2025 ou en début d'année 2026. Donc, on avait une question en ligne de Stéphanie. Oui, donc une question dans un graphique présenté en mars 2024. Les débits projetés se situaient entre 15 et 92 mètres cubes par seconde environ. Aujourd'hui, vous présentez un autre graphique de 15 à 45 mètres cubes environ. Pourquoi ce changement qui laisse supposer que les graphiques présentés depuis plusieurs années ne représentent pas la véritable projection des promoteurs?
Oui, moi je pense que dans la première version, puis un peu comme mentionné tout à l'heure, c'est les valeurs moyennes qui sont indiquées dans le tableau, alors qu'ici on parle des valeurs médianes. Dorénavant, je suggérerais qu'on utilise les valeurs médianes pour aller de l'avant parce que c'est plus représentatif mathématiquement, je pense que c'est. Mais c'est un bon point que la personne apporte, puis la correction, je pense qu'on va le noter au compte rendu, puis on verra un corrigé. Donc, je pense qu'on a le temps d'une dernière question. Je pense que la madame était avant vous, mais on vous reviendra. Donc, pour la dernière question dans la salle. Ça concerne l'étude d'impact à venir ou hypothermie. Est-ce que ça couvre les monticules de pierre qui vont être sortis quand on va excaver le 3,3 km, puis je me souviens plus le nombre de diamètres, c'est 4 mètres ou 7 mètres de diamètre, parce que ça va faire une colonne une montagne de roches. En début d'année, quand j'avais fait une présentation à Lorrainville, j'avais posé la question, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que ça va être analysé, ces minéraux-là? Parce que quand il va pleuvoir dessus, ça va ruisseler dans l'environnement. On ne sait pas ce que ça contient, ces roches-là. Et l'autre chose aussi qu'on n'avait pas pu me répondre, c'était qu'ils montraient sur le plan un monticule, mais là, ils m'ont dit, ben non, parce qu'avec la quantité, il va y avoir plusieurs monticules. Est-ce qu'il va y avoir des espaces pour que la faune puisse quand même accéder à la rivière? Et c'est deux questions. Ma question, est-ce que ça va être vu? Ça m'inquiète beaucoup, cet aspect-là du ruissellement des métaux dans la rivière. Côté première partie, côté gestion, là on parle des sols ou des excavations, ça c'est normé au ministère de l'Environnement. C'est certain qu'il y a déjà tous des experts qui vont se pencher là-dessus, autant pour analyser justement ces dépôts-là, savoir dans quel type, je ne sais pas si vous connaissez un peu les sols contaminés, si c'est des sols A qui ne sont pas contaminés jusqu'aux sols qui sont jugés comme étant contaminés. Puis ça, en fonction des usages justement du milieu, il y a des catégories de sols contaminés avec une gestion aussi qui est vraiment très pointilleuse, là, qui est analysée. Ça, autant l'idée générale de quelle façon ça va être géré, c'est sûr et certain que ça va être discuté lors de l'étude d'impact. Par contre, j'ai l'impression pour ce qui va être un peu plus précis, ça va être lors des demandes d'autorisation, qu'il y a des sections qui sont très, très, très complètes, là, autant pour la gestion, la qualité et tout qui sont aussi bien indiqués. Je suis vraiment, c'est mes collègues qui sont spécialistes en sol, c'est vraiment une discipline en soi. Ils sont déjà dans le projet, c'est sûr et certain qu'il faut considérer ça. La deuxième partie de la question. C'est un monticule en continu le long de la rivière qui va exister ou il va y avoir des ouvertures pour que la faune puisse quand même accéder pour le moment, quand on avait fait les inventaires, on avait ciblé certains endroits qui pourraient occuper, si la qualité des sols et des excavations peuvent le permettre, pouvoir être utilisés comme site de dépôt. Donc, on les a déjà ciblés, ils ne sont pas en bordure de la rivière ni en bordure d'habitation. Ça serait des places un petit peu plus isolées. Là. Donc, on les avait déjà un peu ciblés. C'est sûr que le dimensionnement, puis l'utilisation, puis est-ce que ces minéraux-là vont pouvoir être utilisés, revalorisés pour autre chose? C'est sûr qu'il faut aussi étudier ces éléments-là. Mais les sites qui avaient été comme préétablis, pour le moment, n'étaient pas du tout en bordure. Je crois que pendant un autre atelier, Marc t'avait dit aussi que ça n'allait pas être resté en roche, là, il allait quand même être revégétalisé, là, ça ne va pas... donc, c'est ça, ils vont être aussi revégétalisés. Là. Fait que voilà, mais c'est sûr que c'est pas super arrêté encore là, comme sujet, mais c'est très normé. Là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que d'abord, du côté du promoteur, on a tout intérêt à répondre à ces questions-là qui sont très légitimes et tout à fait adéquates. Mais je vous rassurer aussi, c'est que d'abord, on n'a pas encore de forage de fait. On prévoit d'en faire. Donc, on va caractériser la roche qu'on va rencontrer. On va voir est-ce qu'il y a des enjeux potentiels, notamment avec le type d'explosif qu'on utilise. Ça amène aussi certains enjeux, dépendamment des méthodes de construction. On est en train de raffiner ces aspects-là. Puis ensuite, juste pour vous rassurer, c'est qu'une fois que vous avez un beau plan avec une étude d'impact, vous avez établi des zones et tout ça, c'est bien.
mais le projet doit aussi de faire des demandes de certificat d'autorisation avant quelconque travaux. Fait qu'il y a encore une autre étape où est-ce qu'on va faire, une fois que conceptuellement parlant, on s'est entendu, il faut faire une étape de demande de permis, là, parce que vous n'allez pas construire parce que le BAP vous a donné un OK sur votre projet. Là. Il reste encore une étape à faire de présentation de dessin que vous allez utiliser pour construction. Puis à ce moment-là, ça va vraiment dans le fin détail, comme elle mentionnait Anne-Marie, sur les critères pour la gestion des blés, si on peut dire. Merci. Donc, on va passer à la pause. On a dépassé un petit peu la période des questions. Je comprends qu'il y a plusieurs questions. Durant l'atelier qui va suivre après la période de pause, pour être l'occasion encore d'échanger, de poser des questions, je voulais juste mentionner qu'il semble avoir un intérêt important pour le calcul mathématique qui explique cette diapositive ici. Donc, on a bien pris en note qu'il y a un intérêt pour savoir c'est quoi. Ça va être détaillé dans le compte-rendu. L'expert concerné chez Sima Plus sera interrogé là-dessus. Et pour la même chose, s'il y a d'autres questions, d'autres choses qu'on n'a pas les réponses ce soir parce que ça va au-delà ça va au-delà du sujet qu'on discute pour l'atelier, ne soyez rassurés, on va les noter au compte-rendu et on va arriver avec les réponses en demandant des clarifications aux experts. Donc, on avait dit un retour à 8h10, la pause, là, il est déjà 8h06, je voudrais quand même vous donner un 10 minutes. Fait qu'on se revoit à 8h16 pour les gens en ligne et les gens en personne, où est-ce que je vais expliquer l'atelier, puis après ça, on pourra poursuivre avec ça. Donc voilà. Bonne pause et merci pour votre participation.